bonjour à tous. Alors oui, je vais vous parler de Mars, mais d'abord je me présente. Je suis enseignant-chercheur à l'université Lyon 1, donc pas très loin de Grenoble. La moitié de mon temps, je suis prof d'université, j'enseigne les sciences de la Terre et on aura besoin de géologues plus tard dans l'avenir. Donc si ça vous intéresse, lyongéologie.fr. Et l'autre moitié de mon temps, je fais de la recherche dans l'exploration spatiale et en particulier l'exploration de la planète Mars. Alors pourquoi Mars? Mars, c'est la 3e planète du système solaire, enfin 4e planète du système solaire, un peu plus loin du Soleil que notre planète. Et cette planète est totalement inhospitalière. Il y fait froid, on ne peut pas respirer. C'est vraiment pas du tout le plan B de la Terre. Mais on a toutes les raisons de penser qu'il y a 4 milliards d'années, l'eau était liquide, était stable à la surface de Mars et les conditions étaient parfaites pour voir l'émergence de la vie. Et c'était exactement à ce moment-là que la vie émergeait sur Terre. Donc aller voir Mars, c'est aller voir nos origines. Et pour aller voir nos origines, on envoie des robots, des missions d'exploration, et notamment le rover Perseverance, que vous voyez juste là, qui est une mission américaine, qui est le dernier qui a été envoyé, de lequel j'ai la chance de travailler. Et donc cette mission américaine a fait atterrir il y a à peu près 5 ans un robot Perseverance que vous voyez là, qui est un bijou de technologie qui analyse des roches autour du rover, qui cherche des signatures de vie anciennes, qui cherche à préparer l'exploration humaine et qui récolte des échantillons. Et il y a plein d'instruments à bord de ce robot et il y en a un qui est français, parce que oui, la France est une nation spatiale. Alors ça me permet de faire un petit aparté pour vous montrer un petit peu comment marchent les financements de l'exploration spatiale dans le monde. Vous avez une vue en 2017 des grandes agences spatiales et leur budget. Vous voyez que la NASA est toute seule en Ligue 1, si vous voulez. Et en 2017, l'agence spatiale européenne était la 2e agence spatiale avant la Russie et des plus petites agences comme la Chine. Et aujourd'hui, ça c'est le budget 2026 en dessous. La NASA est toujours toute seule en Ligue 1. Le deuxième, c'est la Chine et l'ESA, l'Agence spatiale européenne, est passée au 3e plan, alors que pour la première fois, on a beaucoup plus de budget que les autres années dans l'Agence spatiale européenne. Alors l'Agence spatiale européenne, c'est un consortium de pays avec différents contributeurs, et jusqu'à présent, parce que la France était vraiment une grande nation spatiale, par l'Agence spatiale française, la France était le premier contributeur à l'Agence spatiale européenne, et depuis la première fois cette année, c'est l'Allemagne qui est le premier contributeur à l'ESA. Alors je ne sais pas si c'est vraiment un bon signe ou pas. En tout cas, je reviens à pourquoi on travaille en France sur une mission américaine, sur ce rover américain Perseverance qui a atterri il y a 5 ans à la surface de Mars, parce que la France a livré un des instruments phares de cette mission, la caméra Supercam. Alors Supercam, comme son nom l'indique, c'est un super instrument, il a un microphone, une caméra et il analyse les roches à distance. Il a une technique très rigolote, il tire au laser à 2 mètres du sol, ça ablate la roche, ça crée un plasma, on analyse la lumière de ce plasma et on a la composition des roches. Et cette innovation technologique, elle a été faite, et c'est unique au monde, dans les laboratoires français, les laboratoires académiques. C'est une collaboration étroite entre les laboratoires académiques, CNRS, universités, etc. Le financement, c'est l'Agence spatiale française et puis évidemment l'industrie spatiale française qui est très forte. Et si la NASA a choisi cet instrument, c'est bien que la France était leader dans ce domaine-là. Alors, travailler sur une mission spatiale telle que piloter un robot comme ça à 300 millions de kilomètres, c'est une grande aventure collective. On a à peu près 1 millier de personnes à travailler sur cette mission. Donc, chaque contribution, vraiment la contribution de chacun est fondamentale à faire marcher cet instrument très complexe à opérer, évidemment. Alors ici, vous avez une des dernières images qu'il nous a envoyées. Donc pour rappel, il a atterri il y a 5 ans à peu près. Et le robot nommé Perseverance avait aussi un petit hélicoptère appelé Ingenuity. Et donc depuis 5 ans, on a parcouru 40 kilomètres. Et c'est pas facile de rouler comme ça à 300 millions de kilomètres. Et la caméra Supercam a tiré environ 12 000 tirs au laser. On a plein de données et plein de résultats. On a publié plein de résultats. Mais il y en a une en particulier, un résultat peut-être que vous avez vu. Non, avant je voulais vous dire aussi que hier soir, on a planifié le 1460e sol. Parce que quand on pilote un robot sur Mars, on compte par
jour depuis le jour de l'atterrissage. Donc hier soir, mes collègues y programmaient l'activité du rover pour son 1464e sol. Voilà. Et donc, dans les résultats qu'on a, voilà, si j'en avais un à vous montrer, en tout cas, c'est qu'il y a un peu plus d'1 an, on a trouvé une roche qui était voilà, très inhabituelle. On l'a appelée une petite roche avec des taches de léopard. Elle avait ces petites taches que vous voyez là, avec des petites couronnes noires. Et on a analysé ça. Et dans la bordure noire, il y a du carbone, donc peut-être les éléments de la vie. Et puis, il y a des échanges chimiques qui peut-être, on a essayé d'expliquer ça de toutes les façons, sauf avec de la vie, on n'arrive pas à l'expliquer. Donc c'est, à l'heure d'aujourd'hui, notre meilleure potentielle trace de vie peut-être microbienne sur une autre planète que la Terre. Donc c'était un super résultat. Alors, comme on est ici à Grenoble et qu'on est quand même proche des montagnes, je ne peux pas résister et vous parler de persévérance sans vous parler de ce qu'on a fait l'année dernière. Depuis 1 an, en fait, on escalade une montagne. Et j'ai eu la chance de diriger cette campagne et d'avoir voilà, fait la traverse et trouvé l'itinéraire pour monter en haut, ce qui est un aller-retour permanent entre les scientifiques comme moi, pourquoi on veut aller là, et puis les ingénieurs spécialistes de la robotique du rover et qui me disent non, là on peut pas aller là, c'est trop difficile, ceci, cela. Donc c'est vraiment à renvoyer. Monter une montagne à 300 millions de kilomètres, hein, c'est comme les pionniers qui montaient l'Everest ou qui faisaient comme ça l'itinéraire pour monter au sommet du Mont Blanc. Et on est arrivé au sommet de cette montagne, presque sans encombre, pour Noël dernier, ce qui était un joli cadeau de Noël. Et par exemple, là, vous voyez, on a eu des difficultés à monter, parce que ça montait quand même pas mal, et on a fait des zigzags pour pouvoir arriver en haut. Là, c'est une image voilà, du rover qui prend derrière lui. Alors, ce rover, outre toutes les analyses chimiques qu'il fait des roches, plus ou moins précises, aussi, il collecte des échantillons. Alors, il collecte des échantillons au bout de son bras, robotisé. Il a un système de forage, c'est ce que vous voyez en bas, et il prend des tubes qui sont comme ça, la taille d'un crayon, et qu'il met dans son ventre. Il a un carrousel, comme vous voyez là, avec une 40aine de tubes qu'il peut poser. Et alors ces tubes, on en a, là vous voyez normalement, hop, si ça se lance, voilà, une petite vidéo qu'il a pris au moment où il pose ses 2 stabilisateurs au bout du bras et on fore à 300 millions de kilomètres. Hein. Il fore pour récolter un échantillon. Et donc depuis le début de la mission, on a récolté 27 tubes comme ça. Et comme il les a dans son ventre, et on a peur que le rover meure et qu'il les garde dans son ventre et qu'on puisse jamais les récupérer. Donc on a fait un premier dépôt il y a 2 ans, c'est ce que vous voyez là, d'une dizaine d'échantillons qu'on a mis dans un endroit plat, qu'on pourra aller rechercher pour les ramener sur Terre et les analyser en laboratoire. C'est quand même, ça reste l'objectif. Et depuis, Persévérance a gardé tous les autres tubes et continue sa collecte et finira par déposer aussi à un endroit plat et facile d'accès l'ensemble de la collection d'échantillons. Et alors ces échantillons, ils seront récupérés probablement à l'horizon 2030, 2040. Ils reviendront sur Terre, ils seront dans des facilités, dans des laboratoires P4. Hein. Il ne faudrait pas qu'on contamine la vie martienne, ni que la vie martienne ne contamine la Terre. Et donc, ils seront analysés par la future génération de chercheurs. Et ça, c'est un point important. Ce qu'on fait aujourd'hui, et ce que je fais à mon quotidien, c'est préparer la science de la génération future de chercheurs. Et bien, justement, des chercheurs, on en aura besoin. Parce que les scientifiques, c'est un métier d'avenir, on en aura énormément besoin voilà, dans le futur. Et ce n'est pas ici que je vais essayer de convaincre. Mais on a un gros problème face à ça, c'est la réforme du bac qui a eu lieu en 2021, qui instantanément, comme vous voyez sur cette courbe, a divisé par 2 le profil de bachelier scientifique, c'est-à-dire avec 2 spécialités scientifiques, et divisé par 4 les filles qui faisaient des sciences, pareil, 2 spécialités en terminale. L'objectif était de casser l'hégémonie du bac scientifique. On se demande s'ils n'ont pas tout simplement tué les sciences. Donc le message, c'est s'il y a des lycéens, je crois qu'il y a des lycéens, faites des sciences. Il y a des super formations à l'université, dans les écoles d'ingénieurs, les grandes, les petites. Il y a de nombreux métiers dans le spatial, des techniciens, voilà, des ingénieurs, des chercheurs comme moi, mais il y a aussi des métiers comme la comptabilité. Il y a des super comptables qui peuvent voir à quel point les budgets des missions spatiales sont rigoureux ou pas, des chefs de projet, etc.
Et je fais un petit bémol parce qu'évidemment, on manque de filles. Vous voyez ici, vous avez une photo de l'équipe française Supercam. Donc, c'est l'instrument qui est sur le rover. Et vous voyez, on est moins de 15% de filles, ce qui soulève un certain nombre de problèmes. Par exemple, que quand on fait une activité de cohésion d'équipe, eh ben, on fait du foot. Donc ça ne va pas. Donc, on cherche vraiment des filles. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter. Je vous laisse avec cette petite note poétique où on voit la Terre depuis la surface de Mars.